Je cède donc la parole à Dominique qui, je pense, s'introduira lui-même bien mieux que je ne pourrais le faire. Bonjour. Si je peux avoir la première diapositive, je vais commencer doucement pendant que tout le monde revient, et je crois qu'on a à peu près tout le monde. Donc voilà, eh bien vous avez commencé avec un mathématicien, donc on va poursuivre avec un physicien. Donc un physicien aussi qui a mal tourné et qui s'est intéressé pendant toute sa vie donc aux applications médicales de l'imagerie et en particulier donc aux maladies cérébrales. Et puis depuis voilà quelques années, une dizaine d'années, avec l'IRM fonctionnel, on s'intéresse, vous savez, de plus en plus à la psychologie, aux sciences cognitives. Et donc j'ai eu la chance, voilà, que une psychologue vienne me chercher pour faire une étude sur les hauts potentiels. Et donc c'est ce travail là depuis quelques années que je vais vous présenter. Alors je suis donc voilà, et donc je travaille. Voilà, donc je travaille au CERNEP, qui est une plateforme de recherche en imagerie. Donc on a tous les équipements d'imagerie pour effectuer la recherche qui est ouverte à tous les chercheurs donc à Lyon, à l'hôpital neurologique. J'enseigne à la faculté de médecine, donc la biophysique et puis l'imagerie médicale. Et je travaille donc avec ces psychologues du centre Psyrel et puis à l'hôpital neurologique avec Olivier Rovol, que beaucoup d'entre vous probablement connaissent. Ok, alors ce que je voudrais, c'est commencer par quelques petits rappels sur le cerveau, mais que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Vous savez, le cerveau, c'est cet organe qui est quand même très très particulier. C'est un gros consommateur d'énergie, vous savez qu'il consomme 20% de notre énergie, alors qu'il pèse que 2%. Donc, d'un point de vue équilibre thermophysique, c'est très très surprenant. Et c'est un organe aussi qui est à la fois qui a la grande simplicité des choses et des organismes les plus complexes. Vous savez que le cerveau est constitué de trois grands types de cellules. Les neurones, dont le corps va se trouver dans la substance grise, et puis qui vont être reliés entre eux par des axones et des dendrites ici. Et puis toute la substance blanche qui va se trouver autour et qui va connecter donc ces neurones, la substance blanche qui forme cette couche de myéline autour des axones, et vous savez qui sert à accélérer, qui sert à intégrer et à accélérer le transfert d'informations. Et puis les autres cellules, donc cette myéline est constituée par des cellules qui s'appellent les oligodendrocytes, et puis l'autre type de cellules, on appelle des astrocytes parce qu'ils ont des formes d'étoiles, et qui constituent aussi la substance blanche et qui ont leurs pieds attachés autour des vaisseaux et donc qui vont faire la connexion entre l'énergie apportée par le sang à travers les vaisseaux et puis la substance blanche et puis les neurones. Et je précise ça parce que là aussi on est dans les mythes. Pendant très longtemps on a dit que la substance blanche ça ne servait à rien. On s'intéressait qu'à la substance grise, la matière grise. Et bien sûr, cette substance blanche, elle ne sert pas à rien, elle est essentielle, et elle est essentielle d'un point de vue justement systémique, qui participe complètement à tout l'équilibre du cerveau, et on le verra après. Alors justement, quand vous regardez une IRM, eh ben, on voit très très bien cette substance grise et cette substance blanche, qui sont les deux grands tissus. Vous voyez ici donc une coupe histologique de la substance grise. Vous voyez qu'elle est homogène avec plein de noyaux et de neurones. Et sur l'IRM, vous voyez la substance grise corticale ici. Vous voyez ici l'insula. Et puis on a aussi la substance grise qu'on appelle sous-corticale. Vous savez, c'est les noyaux, des noyaux de la base ici, noyaux codés, etc. Voilà, qui forment la substance grise de sous-corticale. Et toutes ces régions corticales et sous-corticales eh bien, sont reliées par les axones et qui sont myélinisés, donc qui forment cette substance blanche, et que vous voyez très bien ici, sur cette image au microscope électronique, vous voyez très bien la myéline, cette couche de myéline autour de l'axone, et puis l'intérieur de l'axone.
Et pourquoi je vous précise ça? Parce que justement, on va voir par imagerie, on arrive aujourd'hui, in vivo, pas à avoir cette précision, c'est pas possible, et ça ne sera jamais possible, je pense, mais par contre, on arrive à avoir des informations qui reflètent ce qui se passe à ce niveau. Alors le cerveau, voilà, c'est quelques cellules, quelques types de cellules, et ça forme un réseau absolument extraordinaire. 100 milliards de neurones, maintenant on sait à peu près que c'est 89 milliards de neurones, hein. 10 000 synapses qui fonctionnent en même temps, ce qui nous donne 1 million de milliards de connexions. Donc d'un point de vue connectomique, d'un point de vue connexion, c'est un des réseaux les plus complexes que l'on a, hein, on compare à l'univers, au nombre de galaxies. Et vous savez que ça a donné lieu à un projet de recherche qui s'appelle le Connectome, en parallèle, par rapport au génome. Vous savez, dans les années 90, on a travaillé sur le génome, on a décrypté le génome. Eh bien, depuis une dizaine d'années, il y a le projet international, américain puis européen, qui a pour objectif de décrypter tout le connectome et d'essayer de savoir tout ce qu'on peut sur ces connexions cérébrales. Alors pour ça justement, on va utiliser les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais aussi vous rappeler deux, trois petites choses, mais là aussi que vous connaissez probablement, c'est que c'est un réseau donc extrêmement complexe, mais surtout en constante évolution. Hein, on parle de la plasticité corticale, c'est-à-dire que cette substance grise qui assure le support de nos fonctions cérébrales, eh bien, si jamais elle est déficiente dans une région, eh bien, elle peut complètement se modifier et elle peut se développer, hein, cette fonction peut se développer dans une autre région du cerveau, et en particulier de manière symétrique. Vous voyez ici une enfant qui avait, donc ça c'est la région de la lecture, de la forme, c'est l'ère de la forme des mots qui a été découverte par Stanislas Dehaene à Paris. Et donc, chez cet enfant qui a une destruction, je crois que c'était suite à un AVC, de cette région, à l'âge de 4 ans, eh bien, elle a développé la région équivalente hein, dans l'autre hémisphère qui, normalement, n'existe pas ou est très peu développée dans l'autre hémisphère. Donc ça, maintenant, aujourd'hui, on a des exemples comme ça, on en a énormément, et par imagerie, hein, on peut les mettre en évidence. Donc, on a un cerveau extrêmement plastique. Bien sûr, il est bien plus plastique à l'âge chez l'enfant, mais il peut rester, il est toujours plastique à l'âge adulte. Deuxième exemple, vous voyez ici un aveugle de naissance. Si on fait un test, ça c'est des images de tête, hein, de positron émission tomographie, on en est, tomographie d'émission de positron. Et la localisation du cortex auditif normal. Et bien chez l'aveugle de naissance, vous voyez qu'il a utilisé, maintenant ça on le sait bien, hein, qu'il a utilisé tout son cortex visuel, c'est qui se trouve dans le lobe occipital ici, pour l'audition. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on se trouve quand même à une distance. Alors ces phénomènes se produisent d'autant plus facilement que la distance est moins éloignée, hein, mais là on est à une distance importante et il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible. Un petit rappel aussi, là aussi on était dans les mythes et réalités, donc pendant très très longtemps on a dit que les neurones, on avait un certain nombre de neurones à la naissance et puis après c'était terminé, il fallait se débrouiller toute sa vie avec ça. Ben, vous savez que depuis les années 70, donc maintenant c'est assez vieux, on a démontré chez l'animal on produisait des neurones tout au cours de notre vie, et maintenant, depuis, ça a été démontré chez l'homme. Hein. La deuxième grande notion qui est importante, c'est l'épigénèse, cette fonction qu'a le cerveau à sélectionner les faisceaux, les réseaux qui sont utilisés, à éliminer les faisceaux qui ne sont pas utilisés. Et puis, dernière très grande découverte, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire que toutes les stimuli, l'environnement qui nous forment notre réseau et s'inscrit dans nos gènes. Alors, il ne modifie pas la structure de nos gènes, mais par des méthylations sur l'ADN, eh bien, on arrive à inscrire cette information et à la transmettre. Hein. Alors, il va falloir que j'aille un petit peu plus vite, parce que sinon, on a déjà plus qu'à dire. Alors, donc, vous savez, je peux aller très vite sur le développement aussi, ça c'est important. Vous voyez que là, on peut mesurer le nombre de connexions. Et comme l'a dit Lotte ce matin,
Vous voyez qu'on arrive à saturation un petit peu du développement en nombre de connexions du cerveau à l'âge de 25 ans, avec cette montée très très importante pendant la puberté. Ici, une autre information, vous voyez en bleu ce qu'on appelle, à la fin de la puberté, il y a un phénomène de densification de la substance grise par élagage synaptique. C'est-à-dire que le cerveau élimine petit à petit donc, les connexions qui ne sont pas utilisées et il va densifier comme un circuit intégré, il va écraser la substance grise qui est efficace. Et vous voyez que ce phénomène se passe du pariétal au cortex et on va finir par le cortex frontal et préfrontal. Et ce qui est très intéressant, ce qui nous donne des explications aussi sur le fonctionnement des adolescents et des adolescents qui sont perturbés par des TDAH ou d'autres pathologies. Bon, je passe peut-être là-dessus pour arriver au haut potentiel. Alors, le haut potentiel, Nicolas nous en a parlé ce matin, donc il présente un grand nombre de caractéristiques que vous connaissez et qui sont modulées par beaucoup de choses qui vont être modulées par la voie d'expression du haut potentiel. Chacun a des voies d'expression plus ou moins, des talents différents, par la structure de personnalité et justement aussi par le type de haut potentiel. Alors vous allez voir que nous, pour faire cette étude, justement, on s'est posé la question, et dans les études, il y a une dizaine d'années, en imagerie, il y avait que des études sur ce que j'appelle les surdoués. Donc les surdoués, c'est probablement la majorité d'entre vous, c'est les premiers de la classe, ils n'ont pas de problème, ils travaillent bien, et donc les études qui ont été faites, elles ont été faites sur des élèves, sur des enfants comme ça, mais pas du tout d'études sur les HP qui ont des difficultés émotionnelles, etc. Et c'est cela qu'on voit à l'hôpital, c'est cela qu'Olivier reçoit tous les jours et que Fanny reçoit tous les jours. Donc on a mis en place, donc on a essayé à travers tous les concepts qu'on trouvait dans la littérature, que nous a rappelé Nicolas, on a essayé d'y voir quelque chose un petit peu, et on a fait un modèle alors, qui s'appelle les laminaires et les complexes. En fait, les laminaires, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les homogènes, c'est-à-dire on a un QI de 130, donc on s'est appuyé quand même sur un paramètre objectif, qui est le WISC, et donc si on a une homogénéité des 4 indices, et en particulier de l'indice verbal et de l'indice de performance, ils sont tous les deux au-dessus de 130, on les classe dans les homogènes, et en général, d'un point de vue clinique, ces enfants-là n'ont pas de difficultés, n'ont peu de difficultés. Par contre, les hétérogènes, que nous on appelle maintenant les complexes, eh bien, ils vont être HP si ils ont un indice verbal ou un indice de performance supérieur à 130, mais on va les classer dans les complexes s'ils ont une différence significative entre les deux indices, qui est à peu près autour de 15 points en majorité. Et le WISC nous donne ce résultat. Donc on a fait ces deux groupes d'enfants, et donc qui sont, voilà, donc c'est complexe et c'est laminaire. Je rappelle un petit peu, alors nous justement on travaille beaucoup sur leurs caractéristiques comportementales. Je vais passer rapidement, mais en gros on trouve quand même plus d'anxiété, de troubles du comportement, troubles de l'apprentissage, des 10, troubles de l'attention chez les complexes. Mais les complexes vont présenter justement des caractéristiques extrêmement intéressantes. Ils vont être beaucoup grande motivation, un côté visionnaire bien plus important, plus de créativité, qu'on trouvera moins chez les laminaires. On trouvera un petit peu moins de créativité, de motivation. Par contre, le laminaire va présenter attention, concentration, perfectionnisme, adaptation sociale, et bien sûr, lui, on ne va pas trop le détecter, il ne va pas trop venir consulter dans quel hôpital. Alors, je voulais vous reparler un petit peu des caractéristiques, mais je vais peut-être passer quand même, parce que, vu le temps. Voilà. Et donc, je vais vous parler de l'étude qu'on a faite. Donc, l'étude qu'on a faite, vous savez, de là au CERMEP, donc dans cette plateforme, on a toutes les grandes techniques. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle la magnétoencéphalographie, on mesure le signal de transmission électromagnétique. L'IRM, ici, que vous connaissez, et puis la TEP, ou la PET,
qui nécessite l'injection d'un produit radioactif et qui permet de suivre les neurotransmetteurs. Aujourd'hui, on dispose d'un système, ce qu'on appelle le système hybride. On a acquis la première IRM TEP, donc on a une IRM dans laquelle on a une TEP, et on peut à la fois avoir des images anatomiques extrêmement précises et contrastées, et puis toutes les informations provenant de la tête en un seul examen. Alors, vous voyez, alors je reviens simplement à l'IRM. On a fait le choix de l'IRM non seulement parce que c'est ma technique de préférence, mais aussi parce que l'IRM est non invasive, donc on ne peut pas faire de la tête, on ne peut pas faire de la recherche chez l'enfant avec des produits radioactifs, ça ne serait pas autorisé par les comités de protection. Donc en IRM, elle est non invasive, et vous voyez toutes les informations, on peut obtenir énormément d'informations par IRM en un seul examen. On peut obtenir des informations métaboliques ici, par ce qu'on appelle la spectroscopie, et puis en imagerie, vous voyez l'imagerie conventionnelle ici, on peut faire de l'angiographie, on peut faire de l'IRM fonctionnel, c'est ce qu'on appelle, on va voir les régions qui sont détectées, qui sont actives lorsqu'on fait une stimulation. On peut faire de l'IRM de perfusion, vous voyez ici un accident vasculaire cérébral, vous voyez toute cette région qui est mal perfusée. Et puis une technique qui est pour moi l'une des plus importantes aujourd'hui, c'est l'IRM de diffusion. On arrive à voir les molécules d'eau, je vais vous en reparler, qui diffusent le long des axones et qui nous donnent énormément d'informations sur le fonctionnement cérébral. Alors, on a voulu donc utiliser ces techniques pour essayer de comprendre quel était le fonctionnement particulier des enfants potentiels et essayer de trouver des différences caractéristiques de ces deux groupes d'enfants. Parce qu'on avait l'impression que d'un côté, on avait les enfants, les laminaires, les surdoués qui ont un raisonnement analytique, plutôt conscient, plutôt séquentiel, comme on a dit, plutôt rationnel. Et chez les enfants complexes, on voit plutôt un fonctionnement, ce qu'on a appelé arborescence, et je suis d'accord qu'il ne faut pas trop utiliser ce terme, parce que je pense que vraiment on utilise tous un fonctionnement en arborescence, mais de manière plus ou moins importante, donc un fonctionnement analogique, automatique, inconscient. Moi je pense qu'il y a vraiment à creuser entre... Il y a beaucoup de choses qui se font de manière inconsciente, qui n'ont pas la conscience chez les complexes, et qui sont sous-tendues par l'émotion. Donc on est parti de cette hypothèse, et donc on a pris 4 groupes d'enfants, contrôle, 20 HP laminaires, 20 HP complexes, et on a fait aussi 20 TDAH sans H, avec seulement des troubles d'attention, et avec un QI normal. Et on a fait quelques tests comportementaux, donc l'échelle d'Ackelbach et puis l'échelle de Cohen. Alors pendant l'examen IRM, eh bien, on les a passés ici dans une IRM à 5 Tesla. On a fait toute la panoplie, pas tout, parce qu'on va encore en faire d'autres, mais les principales, on va dire. Les images anatomiques, donc c'est un examen qui dure 1 heure à peu près. L'IRM fonctionnel d'activation, c'est-à-dire que je vais vous montrer, on a fait un test de stimulation avec un paradigme de stimulation. On a fait de l'IRM fonctionnel de repos, c'est-à-dire qu'ils ne font rien dans l'IRM, vous ne faites rien, et on enregistre l'activité cérébrale sans stimulation. Et puis l'IRM de tenseur de diffusion, c'est ce que je vous disais, qui va nous permettre de voir la structure de la... Alors, si j'ai un tout petit peu de temps, je vous explique, je vous rappelle que l'IRM fonctionnel, on part du principe, vous savez, quand je fais une stimulation comme ça avec mes doigts, ça stimule mon cortex moteur qui se trouve dans le cerveau contralatéral. Et pourquoi ça le stimule? Eh bien parce que quand mon cortex contralatéral va commander mes doigts ici, il va avoir une activité, cette activité va demander plus d'énergie. Donc ça entraîne une vasodilatation locale pour apporter plus de glucose et plus d'oxygène à la région qui travaille. Et qui travaille par le neurone, et cette vasodilatation eh bien, va entraîner un changement du signal magnétique de manière bloquée. Et donc de cette façon, donc vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une fonction hémodynamique, donc c'est une fonction qui dépend de la vasodilatation, de la perfusion, et qui dépend de l'activité neuronale elle-même. C'est un phénomène très complexe, on ne maîtrise pas à 100% encore aujourd'hui, mais on sait qu'il nous donne des résultats tout à fait intéressants. Et il nous montre très très bien qu'une région est activée lorsqu'on fait une stimulation.
La deuxième technique qui est plus récente et qui est plus compliquée, c'est ce qu'on appelle l'IRMF de repos. C'est-à-dire que le cerveau n'est jamais au repos, mais on demande au sujet, dans l'IRM, d'essayer de ne pas penser à quelque chose de particulier, de laisser vagabonder ses idées. Et on enregistre, comme ceci, les activations. Et aujourd'hui, on sait décoder ça par des analyses statistiques beaucoup plus poussées. On arrive par des corrélations temporales à regarder les régions qui communiquent entre elles à chaque instant. Et vous verrez, je vous en parlerai, vous voyez par exemple, on détecte un réseau qu'on appelle le DMN, le Default Mode Network, c'est le réseau par défaut. C'est-à-dire que quand notre cerveau n'est pas stimulé par l'extérieur, eh bien on voit apparaître une activité très importante dans ce réseau qui fait communiquer le préfrontal avec le pariétal et deux régions temporales ici. Et ce réseau par défaut nous apporte beaucoup d'informations. Mais on trouve aussi plein d'autres, tous les autres réseaux par cette technique que vous pouvez voir ici. On peut retrouver les réseaux habituels de la visualisation, de l'audition, du moteur, etc. Donc, par un simple examen, ça dure 10 minutes. En 10 minutes, on peut avoir une information complète sur le fonctionnement du cerveau. Et on trouve déjà de nombreux changements dans les grandes pathologies cérébrales. Alors, c'est plus difficile justement, ici, pour la question qui nous intéresse, puisque c'est plus difficile. Juste un petit mot, vous savez qu'il donc depuis, il y a eu un certain nombre, maintenant aujourd'hui, il y a un certain nombre quand même d'études sur l'intelligence par IRL et par IRL fonctionnelle, et en particulier l'équipe de Young et Ayer qui a fait pas mal d'études depuis 2007, ils en ont fait d'autres depuis. Et vous voyez, ils ont pu montrer que justement ce réseau par défaut, là, entre le pariétal et le préfrontal, eh bien, on trouvait des corrélations significatives avec les niveaux d'intelligence. Ah, je préfère. Ah, maintenant, bon, là, je vais revenir au début. Excusez-moi, en plus, je vais vite. Alors, on va aller plus doucement. Voilà. Je vais prendre plus de questions. Bon, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est dommage que je sois passé rapidement sur les caractéristiques. Je reviens sur les caractéristiques. Oui. Parce que c'est à la fois... voilà. Donc là, on pourra en parler longuement, et Fanny pourra vous en parler plus longuement et plus en détail. Voilà. Donc là, dans cette diapositive, j'ai parlé un petit peu des grandes caractéristiques telles que nous, on les perçoit. On les perçoit. Donc c'est basé sur la clinique d'Olivier Revol et de Fanny Nussbaum. Et moi, je m'approprie ces notions. Mais voilà, tel qu'on les définit, alors on essaye de les définir, vous voyez, par exemple, par différentes fonctions, j'en ai mis que quelques-unes ici, parce que pour moi il faudra 1 heure pour le faire complètement. Les complexes, dans leur relation à soi et à autrui, par exemple, on fait une grande différence entre l'estime de soi et la confiance. On estime que les complexes ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. D'accord ? Par contre, ils ont une grande confiance. Et c'est pour ça que, alors ça c'est un conflit interne que j'aurais bien aimé que l'autre l'explique et qu'elle vienne soigner nos aspects complexes. Parce que, donc là on a un gros conflit interne. Alors on va retrouver ces complexes comme donc ça va faire des leaders, très très forts. Malgré cette mauvaise estime d'eux-mêmes, ils vont constamment essayer de prouver aux autres qu'ils sont forts et qu'ils ont justement, et en plus ils sentent leur intelligence, ils sentent leur potentialité. Donc ils vont souvent être des leaders, ils vont être souvent des gagnants. Et bien sûr, alors ça, comme tous les HP, l'HP pour moi par définition, sa définition de base, c'est qu'il est en décalage. Il est en décalage par rapport à la normalité, donc ça c'est le premier symptôme, et il a beaucoup de mal à se standardiser.
Mais le complexe par rapport au laminaire va encore être beaucoup plus en décalage que le laminaire. Le laminaire arrivera mieux à se socialiser. Alors ici, voilà, cette diapositive qui regroupe, alors le complexe, voilà, sera beaucoup plus créatif. Hein, on va vous trouver qu'on trouve de la créativité chez les HP. Pour nous, ça c'est un signe d'être plutôt hétérogène et dans le groupe des complexes. Il aura besoin de beaucoup d'encouragement, d'exhortation, d'éloges. Et on va trouver, voilà, les grands visionnaires, on va les trouver plutôt chez les complexes, hein, avec toutes les difficultés qu'ils ont. Mais là, on va trouver les grands visionnaires. Gros problème des complexes, hein, c'est la procrastination. Gros problème avec le temps. Donc je repousse toujours. Et avec mon intelligence, je vais bien sûr arriver à le faire au dernier moment. Et le laminaire aura moins cette difficulté. Et contrairement, alors c'est un petit peu caractéristique ça, hein, on pose un petit peu les deux profils comme ça, contrairement, le laminaire a plus confiance en lui. A moins confiance en lui, pardon. Il a une bonne estime de lui-même, mais en fait il a moins confiance. Donc il va moins aller au combat, il va moins aller... hein. Donc il va aller au combat, mais de manière beaucoup plus régulière, tranquille. Il a une bonne estime de lui-même, donc il n'y a pas de problème, je vais y arriver. Hein, mais je n'ai pas besoin de montrer à tout le monde que je suis le meilleur. Donc estime de soi, voilà. Donc une confiance qui est un peu moins bonne. Et donc, si l'environnement va dire ben non, c'est pas terrible, t'es mauvais, etc., il va subir son environnement, hein, alors que le complexe, lui, va se battre pour son environnement. Il va plus travailler en équipe, hein, il va de manière naturelle réunir un petit peu tout le monde. Et donc, il arrive quand même mieux à gérer le temps que les complexes. Et je dirais même qu'il est précrastinateur. C'est-à-dire que hein, le procrastinateur, il repousse tout jusqu'au dernier moment. Mais comme le laminaire est quand même angoissé par le temps, eh bien, il va être précrastinateur, il va faire longtemps à l'avance pour être tranquille à lui. Donc, il est capable de rentrer en compétition, il va marcher au mérite, hein, il va marcher au mérite, on discutait hier, il va marcher aussi à l'apprentissage. Hein, son moteur, c'est d'apprendre toujours plus, de faire bien. Grosse différence avec le complexe, c'est qu'il contrôle mieux sa planification, il contrôle mieux ses inhibitions. Et donc, ça va donner vraiment quelqu'un, c'est un constructeur. Voilà, c'est le laminaire, c'est un constructeur. Il veut du congrès, il faut qu'il bâtisse des capillaires. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur ces deux tels qu'on les perçoit nous. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicolas ce matin. On voit beaucoup de grands symptômes comme ça qui sont évoqués, qui viennent de la clinique, mais sur lesquels on n'a pas d'études. On a très peu d'études et il nous faudrait des grandes études sur le comportement de ces HP. Donc voilà, donc nous on a fait ce choix. On a passé donc les HP dans la machine et on a fait le choix donc, de faire des diagrammes de stimulation. Et on leur a proposé le paradigme suivant. On leur a demandé, donc c'est un paradigme de mémorisation de langage, puisqu'on va leur donner des mots à lire, et de mémorisation, et après on va leur demander de retrouver ces mots. Donc on leur montrait six images comme ça, avec 2 mots. Hein, et parmi ces mots, on avait des blocs où les mots avaient un lien sémantique, ce qu'on appelle avec lien, et les autres sans lien sémantique, sans lien. Et là, vous voyez pourquoi on a fait ce test, justement pour l'arborescence. Parce qu'on pensait que, en particulier les complexes, ne fonctionnent qu'avec des liens et ils ne fonctionnent jamais ou moins bien autrement. Donc c'était vraiment pour tester ce test. Et donc on a mis des mots non-sens qui servent de contrôle. Les mots non-sens, vous savez, c'est des chevreux, c'est des syllabes comme ça, mais qui n'ont pas de sens. Donc on montre 6 images comme ça, ils doivent les mémoriser. Et après, pendant la phase de récupération, on leur montre un mot ici et puis 2 mots en dessous et ils doivent choisir lequel était associé au premier mot. Hein, couleur, image. Donc là, voilà, on a un lien et voilà. Donc il faut cliquer sur celui-là. Hein. Et donc ça dure pendant 10 minutes à peu près.
Alors, les premiers résultats qu'on a eus, ils ne sont pas encore publiés, donc c'est pour ça que je suis toujours un peu embêté de les présenter, mais c'est qu'on a obtenu, alors vous voyez ici, au moment de l'encodage, donc de l'enregistrement, hein, on compare donc les activations pendant les mots sans lien par rapport aux mots avec lien. Alors on a fait donc deuxième étude, ça c'était l'IRM fonctionnel. Deuxième étude, c'est analyse, c'est l'IRM de tenseur-diffusion. Alors très rapidement, le temps est pas trop vite, l'IRM de diffusion, elle envoie la diffusion des molécules d'eau. Vous savez, notre cerveau est plein d'eau, hein, il y a 80% d'eau dans notre cerveau. Il y a des molécules d'eau partout, entre toutes les gaines, à l'intérieur des neurones, à l'extérieur des neurones. Et ces molécules d'eau bougent de manière tout à fait naturelle sous l'effet thermique. Hein. Vous savez que dans une salle, les molécules d'air se déplacent, hein, les molécules chaudes vont monter, les molécules froides vont descendre. C'est exactement le même principe physique, hein, qui a été mis en évidence par Einstein, c'est le mouvement brownien du nom de Brown. Et bien c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Et les molécules d'eau vont donc se déplacer dans la direction où c'est le plus libre. Hein. Donc si le cerveau est organisé comme ceci, elles vont se déplacer dans cette direction de manière plus rapide. Et ça va être plus facile de se déplacer le long des axones qu'à travers les axones. Hein. Et à travers, il va y avoir des membranes. Et on va pouvoir mesurer ce déplacement dans les trois directions de l'espace. Alors vous voyez, donc on peut mesurer ça, et on va pouvoir mesurer la vitesse de déplacement dans les cellules et la vitesse de déplacement entre les axones. Et donc ça nous donne une très bonne information sur l'état structurel du cerveau. Et dans beaucoup de pathologies, c'est modifié, hein, c'est pathologique. Et donc on utilise ça ici sur les aspects. Alors à partir de ça, vous voyez qu'on peut faire plein de belles images. Et on peut en particulier, donc, vous voyez, reconstruire les faisceaux d'axones. Alors on regroupe les faisceaux d'axones en gros faisceaux. Et disons, il y a à peu près une dizaine, une quinzaine de faisceaux bien connus des anatomistes, hein, qui relient les différentes régions. Donc ça, c'est les grands axones, hein, qui relient les différentes régions du cerveau. Alors on peut les caractériser comme ça, et après on peut regarder à chaque point du faisceau sa caractéristique. Si l'eau diffuse bien ou si elle diffuse pas bien. Et on sait qu'en fonction de sa diffusivité, eh bien, on aura un meilleur fonctionnement, et on parlait de connectivité. On va utiliser une autre technique qui est celle-ci, la TBSS, Track-Based Spatial Statistics. C'est-à-dire qu'on utilise des statistiques pour savoir si dans ces faisceaux, eh bien, il y a des différences statistiques. Hein. Donc on fait un grand nombre de mesures statistiques, l'ordinateur fait tourner ça pendant quelques heures, pour savoir si en chaque voxel de l'image, chaque point de l'image, eh bien, ce voxel va être différent dans un groupe par rapport à l'autre. Donc voilà, pour faire vous voyez que là, donc, dans chaque voxel, on a la mesure du déplacement de l'eau dans les trois directions. Et après, si on veut faire des tractographies, comme je vous ai montré, si on veut tracer les vaisseaux, eh bien, on a des logiciels qui nous permettent de savoir, de trouver la direction principale, et comme ceci, hein, on refait le chemin. Donc j'insiste, hein, parce qu'on ne voit pas les axones, mais on voit le reflet du déplacement. Alors comme ceci, voilà, vous voyez qu'on peut faire ces magnifiques images, on voit toutes les fibres du faisceau, qui sont très très proches des images anatomiques, et on peut retrouver, maintenant on a des modèles, des atlas pour retrouver tous les faisceaux du cerveau, qui sont bien connus, mais qui se modifient aussi beaucoup, bien sûr, pendant le développement. Et on obtient, voilà, donc, normalement ça tourne pour vous montrer qu'il est en 3D. Et voilà donc ces images. Donc ça, c'est l'image globale, et après, on va aller chercher, hein, des informations plus quantitatives au sein de ces images. Alors si je vous montre les résultats qu'on a obtenus premièrement par TBSS, là aussi, on fait une différence statistique entre le groupe des complexes et le groupe des contrôles. Et ce qui sort en bleu, c'est les voxels qui sont statistiquement significatifs. Hein, voilà, on peut dire statistiquement qu'il y a une différence entre les deux groupes. Alors, on peut faire encore une autre technique, c'est que je ne vous montrerai pas les résultats, on est encore en train d'analyser les résultats.
résultat, c'est qu'à partir de l'IRM fonctionnel et à partir de l'IRM de diffusion, vous voyez, on considère le cerveau comme un graphe, c'est-à-dire qu'on met en chaque point des nœuds et on les relie par des connexions. Et Nicolas Fabien connaît ça, donc par la théorie des graphes, hein, c'est une théorie bien connue maintenant des mathématiciens, et bien on analyse le réseau comme ça, et on va pouvoir le caractériser, on va pouvoir caractériser la densité des connexions, l'efficacité des connexions, s'il y a des petits hubs, s'il y a des gros hubs, s'il y a des régions qui sont plus connectées que d'autres. Donc voilà ce type d'analyse qu'on fait. Et dans un premier résultat, on a trouvé qu'on retrouvait notre cortex préfrontal dorsolatéral droit, qu'on a trouvé en IRM fonctionnel, et qui avait des caractéristiques qui étaient différentes, voilà, qui étaient supérieures chez les laminaires par rapport Alors si on résume un petit peu ces premiers résultats, on trouve donc ce qui n'a pas été du tout montré jusqu'à présent. Hein. On n'a pas du tout trouvé nos hypothèses d'arborescence, de différence entre préfrontal et pariétal, ce qu'on espérait, ce qu'on prévoyait. Par contre, pour le moment, on a trouvé une différence entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On trouve donc une augmentation. Donc tous les HP ont une connectivité plus importante que les contrôles, ça c'est clair, et c'est confirmé par 2-3 autres papiers. Par contre, là nous on montre donc une augmentation plus importante à gauche chez les complexes, et j'ai analysé ça par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature, ce qui correspondrait plus à un fonctionnement en référence interne. Hein. Il y a quelques études sur les récentes, hein, je ne parle pas des études d'il y a 20 ans sur le cerveau droit et le cerveau gauche, là aussi il faut faire attention, il y a des mythes et des réalités. Mais quand même, ça c'était des grandes hypothèses de Piaget aussi. Donc aujourd'hui on dit que le cerveau gauche serait plutôt la référence interne, hein, et on montre par des études, celles de split brain, hein, chez les patients épileptiques, chez qui maintenant on ne le fait plus, mais enfin, quoique dans certains cas, on coupe le corps calleux pour que la crise ne se transmette pas d'un hémisphère à l'autre. Et comme ceci, on peut donc étudier le fonctionnement des deux hémisphères indépendamment. Ça peut être pas simple comme ça, mais c'est les seules études qui permettent d'avoir vraiment une réalité de ce qui se passe. Et donc, d'après ces études, eh bien, l'hémisphère gauche fonctionnerait plus en référence interne, alors que l'hémisphère droit fonctionne plus, s'appuie plus sur l'hémisphère gauche. Bon, l'hémisphère gauche, vous savez, c'est l'hémisphère quand même principal du langage, chez 80% d'entre nous, hein, un petit peu moins chez les femmes. Hein, chez les femmes, c'est plus équilibré entre droit et gauche. Mais donc, que le droit serait plus un cerveau d'adaptation, de flexibilité, et qui écoute un petit peu les stimulations de l'environnement extérieur et qui les confronte avec sa référence interne. Alors que l'hémisphère gauche, et donc le complexe, lui est plus dans sa référence interne et s'adapte moins bien avec l'environnement. Et donc du coup, voilà, c'est une tentative de modèle, c'est un grand mot, hein, mais une tentative, donc, maintenant les complexes seraient plus des interpréteurs d'eux-mêmes. Hein, ils confrontent constamment les informations avec leur système, hein, mais ils ne les remettent pas trop en question. Alors que les laminaires sont plus des adaptateurs et donc vont plus les remettre en question et adapter leur système. Voilà, donc pour finir, je veux remercier donc, mes étudiants ici, Fanny Nussbaum et puis Olivier Revol. On va filer à la Fondation Implicite qui nous a aidé qui a financé cette étude. Voilà, je vous remercie. Avec plaisir. On m'a posé la question, je vous rassure, le buffet est réapprovisionné, donc il y a bien à manger. Merci et beaucoup. Il n'y a plus de fil. Voilà, bon appétit, bon après-midi.